introduction par Jean-Philippe Piron, nous allons passer à l'exposé de Julie Henry. Julie Henry, qui est maître de conférence ici à l'ENS, qui a notamment mis en œuvre le parcours Approche plurielle de la santé au sein du Master de Sciences sociales, ici à l'ENS également. Elle travaille aussi au centre Léon Bérard, qui est un centre d'oncologie à Lyon. Ses recherches partent de l'éthique spinoziste, à partir de laquelle elle va élaborer une anthropologie philosophique. Pour résumer très brièvement toute la richesse de ses recherches. Elle réfléchit notamment aux pratiques de soins dont elle va vous parler un petit peu. Merci beaucoup pour votre présence ici. Et donc nous allons vous écouter pour votre exposé que vous avez intitulé « Des prises en charge oncologiques à dit oui et retour, quel sens et quel usage des concepts philosophiques sur le terrain ?» Merci Maud. Bonjour à toutes et à tous. Je suis en train de retrouver ma voix, donc j'espère qu'elle va tenir jusqu'au bout. Et désolée si des fois elle fait des petits détours dans les aigus ou dans les graves par moment. Merci beaucoup. Je suis vraiment tout à fait ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour réfléchir à cette question qui commence à bien préoccuper, c'est de la philosophie de terrain. Et merci à l'équipe de choc des organisatrices pour avoir mené à bien cette journée et rassembler toutes ces personnes. Alors juste avant d'en venir, en fait, je vais commencer par quelques réflexions sur cette expression de philosophie de terrain avant d'en venir aux prises en charge oncologiques et aux liens que je peux faire avec Dewey et Bergson. Mais juste pour commencer, si vous le permettez, et pour faire écho à ce qu'a présenté Margot au tout début, j'aimerais commencer par une anecdote personnelle. Cette anecdote personnelle, certains d'entre vous la reconnaîtront, c'est quand j'ai pris le poste de chercheur en philosophie au Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard. Donc vous l'avez mentionné, dans le cadre, j'ai été salariée pendant 2 années et demie en tant que chercheur en philosophie. Et à ce moment-là, j'ai été confrontée à des remarques récurrentes de collègues philosophes dans un premier temps qui me disaient « Ah, t'as arrêté la philo !» Ou alors de collègues anthropologues qui me disaient « Ah mais c'est bien, tu vas pouvoir rejoindre notre labo, maintenant tu fais de l'anthropo. » Avec du coup les déceptions derrière, vous l'avez dit Margot, parce que forcément mes méthodes n'étant pas anthropologiques, je n'étais pas jugée suffisamment sérieuse et rigoureuse dans ce que je faisais. Donc avec cette idée sous-jacente que forcément la philosophie de terrain, c'est bien connu, ça n'existe pas. Et juste suite et fin de l'anecdote, pendant que j'étais au centre Léon Bérard, il y a une équipe de France Info qui était venue tourner un petit module sur mon travail de philosophe au centre de lutte contre le cancer. Et lors de cette vidéo, il y a une journaliste qui avait demandé aux infirmiers avec lesquels je travaillais sur le moment quand elle est passée, de quel apport en fait ce que je pouvais faire en tant que philosophe pouvait être par rapport à l'apport des anthropologues et des sociologues. Et la réponse d'une infirmière, que je cite rapidement parce qu'il y a 2 éléments qui sont à mon avis aussi importants l'un que l'autre. La réponse d'une des infirmières a été « c'est pas du tout la même chose qu'avec un anthropologue. Ce que Julie apporte en tant que philosophe est très différent, comme s'il y avait une forme d'évidence en fait que c'était pas la même chose. » Mais immédiatement, la suite de la phrase a été « mais en même temps, on ne saurait pas dire exactement en quoi ». Et du coup, ça a donné lieu à un questionnement personnel que j'ai depuis, qui est de dire « et moi, est-ce que je serais capable de dire exactement en quoi c'est différent ce que je fais et de thématiser en fait ce que je fais en tant que philosophe de terrain ?» Alors juste quelques mots sur cette question, sur cette expression philosophe de terrain. Je pense qu'un des premiers éléments qu'il est important de prendre en compte, parce qu'il est loin d'être anodin, Margot l'a mentionné tout à l'heure, c'est que historiquement, on n'a pas de méthode de philosophie de terrain constituée. J'y reviendrai à la fin de ma présentation. C'est une chose de mener des réflexions philosophiques qui concernent les activités humaines. C'est une chose d'intégrer des données concrètes dans des réflexions théoriques qui auraient été menées par ailleurs. Et c'en est encore une autre de penser des nouveaux concepts depuis le terrain. De produire en retour et dans le même mouvement des effets sur ce terrain. Et ça, il me semble que ce n'est pas encore vraiment thématisé comme objet de recherche, mais je ne sais pas si en tout cas on aura fini ce travail de thématisation, mais cette journée, elle l'entame bien. D'où l'importance du coup de ces journées de mise en partage de nos expériences, parce que c'est ça ce que je vais vous proposer, hein, c'est une mise en partage de mon expérience de ce travail. C'est pas anodin pour 3 raisons. C'est pas anodin parce que on n'a pas à ce jour, comme je le disais, et je ne suis pas sûre qu'on l'ait un jour, on n'a pas de méthode validée et attestée aux yeux de nos pairs, d'où je
comme je disais tout à l'heure, les remarques de certains collègues philosophes, mais en quoi c'est encore de la philosophie ce que tu es en train de proposer? Et on n'a pas non plus de méthode validée à tester au regard de notre champ d'intervention. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu cette expérience, mais il m'est arrivé, en fait, en répondant à des appels à projets, dans le champ de la santé, d'avoir comme retour méthode non encore validée. Certes, en effet. C'est pas anodin, deuxièmement, parce que c'est pas la même chose, comme je le disais, qu'une philosophie appliquée qui aurait construit ses méthodes et ses concepts indépendamment d'un terrain, qui serait que leur champ d'application, cette idée d'indifférence que tu as mentionné, Jean-Philippe. Et donc, on est amené à chaque fois à repenser les modalités d'une recherche qui se construit à même notre terrain, mais en même temps qui ne se réduit pas au terrain. Et pour finir, c'est pas anodin, pour finir sur ces trois éléments, c'est pas non plus anodin car ça nous amène à interroger constamment les contours de notre posture sur le terrain, en se demandant justement en quoi en fait on est là en tant que philosophe et en quoi être là en tant que chercheur, car c'est notre présence même en fait qui fait émerger depuis le terrain des questionnements qui n'auraient pas émergé depuis cette rencontre, j'en prendrai un exemple tout à l'heure, et en même temps être suffisamment du terrain pour qu'il y ait cette rencontre et pour pouvoir faire émerger cette réflexivité. Et comme disait très justement, je crois que c'est Marco qui l'a dit dans son introduction, si en même temps ça apporte rien de plus que les autres collègues, on peut se demander quelle serait la légitimité de notre présence. Alors le fait qu'on ne soit pas là pour rendre compte de l'existant, le fait qu'on ne soit pas là sur le terrain pour donner aux acteurs des guidelines qui viendraient normer leur pratique, il me semble que ça pose des questions spécifiques d'articulation des rôles et des compétences, et ça pose des questions d'attribution à chacun ce qui lui revient. Parce que, je le disais, si on fait émerger des thématiques de réflexion, depuis les questionnements qui sont implicitement à l'œuvre sur le terrain, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, si on les partage avec les acteurs, pour qu'ils puissent s'en emparer s'ils le souhaitent, mais uniquement s'ils le souhaitent, j'y reviendrai, et si ça leur parle surtout, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, et aussi pour que dans l'idée que ces discussions elles viennent prolonger en fait le temps de la recherche, ça veut dire que ces acteurs, ils ont un rôle dans notre recherche. Que cette recherche, elle ne se fait pas sur eux, mais elle se fait avec eux. Et en même temps, et là je parle pour mon compte, hein, tout le monde n'est pas forcément dans la même démarche, en même temps, je ne suis pas pour ma part dans une démarche de co-analyse ou de co-recherche. Je ne suis pas dans une démarche de co-analyse ou de co-recherche parce que mes interlocuteurs ne sont pas chercheurs en philosophie, et ce n'est pas non plus ce qu'ils demandent, ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Pas plus d'ailleurs que moi je ne suis médecin ou biologiste de m'intéresser à ces domaines et de bien connaître ces champs. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand bien même ma méthode n'est pas attestée, n'est pas validée par avance, ça va être en partie à moi de juger de la validité et de la pertinence que je mets en œuvre avec eux. Et je crois, c'est quelque chose qu'on travaille actuellement avec Catherine Decover, je crois que c'est de notre responsabilité et épistémologique et éthique de tenir cette exigence. De tenir cette exigence dans des contextes où elle peut être malmenée, volontairement ou non. Volontairement quand on subit des formes de pression sur le terrain, ou involontairement quand il y a des attentes implicites qui s'adressent à nos travaux sur le terrain. C'est important aussi, je crois, dans un contexte où, vous l'aurez compris avec mes remarques sur le centre Léon Bérard, dans un contexte où il est aussi parfois bon ton de se prendre pour un philosophe ou pour un sociologue, de ce qu'on a une fibre humaine ou sociale. Mais encore une fois, ce n'est pas non plus ce que demandent en fait les personnes avec qui on travaille sur le terrain. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir présenter nos objectifs en amont pour éviter ce type de malentendu avec les praticiens, qui peuvent alors trouver leur compte dans ce qu'eux vont venir puiser dans nos recherches. Et puis aussi de clarifier nos objets théoriques, parce qu'il y a un moment donné où nos recherches elles vont excéder le seul terrain, et que ce qu'on va en faire pour essayer de faire évoluer, de faire avancer notre discipline, ça nous appartient aussi au-delà du terrain. Mais en même temps, la réciproque, c'est qu'il importe tout autant de respecter la manière dont les acteurs vont s'emparer ou non de nos résultats de recherche. Ça, pour le coup, ça leur appartient à eux. Et d'ailleurs, le fait que des acteurs ne se réapproprient pas des résultats de recherche, ça ôte rien à la pertinence de ces résultats. Au contraire, c'est encore un matériau qu'il est intéressant de travailler. Par contre,
dans la mesure où il y a une forme de réflexivité qui est induite chez les acteurs par nos questionnements, on ne peut pas non plus faire comme si nos recherches n'avaient pas d'impact sur eux. Et je pense que c'est d'autant plus requis de notre part de le prendre en compte, de se demander ce qu'on en fait aussi dans notre travail, que ce n'est pas spécialement pris en charge par les instances réglementaires, du coup, qui s'occupent beaucoup des choses en amont dans le domaine de la santé, par exemple, mais assez peu des questions des effets des restitutions et des recherches sur les acteurs. Alors du coup, pour en venir à cette expression philosophie de terrain, et je vais présenter après un projet en exemple, ces différents éléments que j'ai évoqués, la mise en place d'une méthode philosophique de terrain, le rôle qu'on attribue aux acteurs dans la recherche, la place du terrain dans la recherche au-delà du seul recueil d'informations, tu l'as mentionné, les modalités, les suites de la restitution, etc. Tous ces différents éléments, ça va constituer le complexe de ce que j'appellerais très volontiers avec vous une philosophie de terrain. Philosophie de terrain, terme que je préfère pour ma part à philosophie appliquée, qui pourrait penser en fait qu'elle a été pensée indépendamment du terrain, plus indépendamment qu'en amont en fait. L'idée que finalement le terrain serait contingent dans les concepts qu'on viendrait construire. Non pas une philosophie empirique, qui pourrait considérer en fait que les connaissances émergeraient de l'observation. Et pas non plus, me semble-t-il, pour ma part, une philosophie sur le terrain, qui pourrait laisser penser que le terrain préexiste en fait à la recherche et qui pourrait oublier qu'il est aussi modifié par elle. Et donc, pour ma part, j'aime bien cette expression, une philosophie de terrain, dans l'idée qu'on fait émerger des questionnements et des réflexions depuis la rencontre avec les acteurs, avec les praticiens de santé pour ce qui me concerne, dans la mesure où la recherche se construit à la fois depuis ce que notre formation et notre posture permet de faire émerger au contact avec les praticiens. Et en même temps, c'est bien une philosophie de terrain. Je vais en donner un exemple tout de suite. Parce que si on partage, c'est vrai, des outils communs avec les sciences humaines et sociales, l'observation, les entretiens semi-dirigés, les focus group, etc. Donc on partage des outils, mais les questions qu'on va poser, les concepts depuis lesquels on va interpréter le terrain, sont eux spécifiquement philosophiques. Et plus encore, pour répondre à un questionnement que vous avez posé dans votre argumentaire, la manière même dont on construit le terrain est déjà, me semble-t-il, d'ordre philosophique dans notre travail. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il n'y a pas un terrain neutre qui puisse faire ensuite l'objet d'une approche soit anthropologique, soit sociologique, soit philosophique. Mais par contre, et je vais donner un exemple dans un instant, on peut, de façon tout à fait fructueuse, partager des lieux et des thématiques de recherche, voire un terreau de recherche, pour reprendre ce terme que j'aime bien. Et j'en dirai un mot dans un instant si j'ai le temps avec la sociologie des organisations. Dernier élément avant d'en arriver à la question des prises en charge oncologiques, juste en guise toujours de partage d'expérience par rapport à mon travail. Il y a une spécificité dans mon travail philosophique de terrain qui est que, vous l'avez dit Maude, je lis et j'appréhende les enjeux contemporains en santé depuis l'histoire de la philosophie. Autrement dit, c'est bien aux pratiques elles-mêmes que je m'intéresse, pas une approche abstraite ou principielle de l'éthique. C'est bien aux pratiques contemporaines, les prises en charge oncologiques, la fin de vie, les recherches en thérapie ciblée. Mais je le fais depuis les concepts et les réflexions d'auteurs qui n'ont pas connu ces terrains contemporains. C'est-à-dire depuis des concepts qui n'ont pas été forgés pour répondre aux questions posées par les terrains auxquels je m'intéresse. Vous l'avez dit, c'est pour commencer les recherches que j'ai menées pendant ma direction de programme au Collège international de philosophie à partir de l'éthique spinoziste, avec l'objectif de rechercher de quel apport serait une approche des pratiques de soins depuis une anthropologie spinoziste, c'est-à-dire depuis la manière dont Spinoza appréhende le fonctionnement, les actions, les représentations, les pratiques humaines. Par exemple, j'ai questionné à partir de là ce qu'engagerait une application de la recommandation de bonne pratique, voire la personne derrière la pathologie. J'ai interrogé les enjeux d'une éthique des pratiques de soins qui se fonderait sur l'empathie des soignants. Ou encore, j'ai travaillé sur les difficultés posées par l'écoute d'autrui dans le cadre d'une discussion sur une situation difficile. Et en quoi c'était aussi pour moi un travail d'histoire de la philosophie, c'est que, en retour, ça m'a amené à relire autrement les textes de Spinoza, en leur posant d'autres questions et en les interrogeant depuis des concepts qui peuvent y prendre sens, mais sans en fait être ainsi formulés de façon explicite. Par exemple, celui de personne, la personne qui est le patient et la personne qui est le soignant,
celui de devenir, le cheminement dans la réflexion éthique, ou encore celui de pratique, le soin et la recherche étant avant tout des pratiques professionnelles. Donc, et un terrain et de la philosophie dans le même mouvement. Et du coup, pour finir de rebondir sur votre argumentaire, j'aurais tendance à dire que je pratique une philosophie ancrée, mais pas forcément située. Après, on peut discuter des termes. Vous allez peut-être me dire, avec cette idée, on peut dire le contraire. Ancrée parce qu'elle l'est de fait dans les pratiques d'aujourd'hui. Elle est ancrée dans les services de soins où je passe beaucoup de mon temps. Elle est ancrée dans des enjeux qui nous sont très contemporains. Et elle est ancrée dans des interactions dans lesquelles je suis pleinement présente en tant que chercheur en philosophie et en tant que personne qui participe au groupe de réflexion éthique. Donc en cela, elle est ancrée parce qu'elle aurait été différente en un autre temps et elle aurait été différente aussi pratiquée par une autre personne puisqu'il y a évidemment une porosité entre mon travail d'intervention et mon travail de recherche sur le terrain. Mais en même temps, je dirais que ma pratique de la philosophie de terrain, elle est plus à distance que située. À distance parce que j'essaie d'investir cette caractéristique de la philosophie d'être décalée, d'être un pas de côté, de ne pas se laisser assigner une place là où elle pense, et de ne pas forcément avoir pour mission de rendre compte de ce qui est là où elle se pratique. Donc ce décalage, ça a été pour moi, je viens de le dire, de travailler sur le terrain actuel en santé, en le faisant à partir des philosophies qui n'ont pas pensé cette thématique, ce qui implique des médiations, ce qui implique des appropriations conceptuelles, ce qui implique aussi la construction de sens de ça a, de mobiliser ces auteurs sur ces contextes. Et puis, ça veut dire que, je l'ai dit aussi, j'interroge le terrain depuis des thématiques, des questionnements, des concepts qui ne sont pas spécifiquement liés à la santé. Par exemple, d'interroger les relations de soins depuis ce qui se joue dans les relations intersubjectives, d'interroger les pratiques de soins à partir des pratiques professionnelles et de la manière dont elles sont incarnées par des individus, etc. Alors, je vous le disais, ce questionnement en fait de ce que je fais exactement et ce qu'est la philosophie de terrain, c'est quelque chose qui est encore très en cours, très en chantier. Et donc, dans la mesure où j'ai pratiqué cette philosophie de terrain sans le savoir, avant de la thématiser ainsi et avant d'essayer de le faire avec vous, je voudrais rapidement vous présenter un projet en fait qui vient tout juste d'être financé pour vous donner un exemple en fait de ce par quoi ça peut passer. Cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, je ne parlerai pas de Spinoza, mais de Dewey et de Bergson très rapidement. Ce projet, il s'appelle Tradiplanco, trajectoire patient et division des tâches dans les prises en charge en oncologie. Et je voudrais juste très rapidement retracer en fait ce qui me mène dans le terrain, les prises en charge oncologiques, à deux philosophes, Dewey et Bergson, qui n'ont pas travaillé ce terrain. Dans ce projet, je suis partie du plan santé qui a été annoncé récemment par le président Macron, le plan santé qui s'appelle Ma Santé 2022. Et un des éléments de ce plan santé, c'est l'analyse selon laquelle le système de soins français est, je cite, atomisé et cloisonné et qui souffre d'un souci d'organisation. Ce sont les termes du plan. Ce qui expliquerait une efficacité insuffisante par rapport aux moyens financiers alloués. Et alors, pour répondre à cette problématique, ce plan santé, il se donne comme objectif d'aboutir inversement, je le cite toujours, à un exercice collectif, décloisonné, coordonné. Ce qui passerait selon ce plan par deux lignes d'action. Excusez-moi, je m'attarde un peu, c'est pour expliquer la logique en fait de ce que je vais mobiliser derrière. Premièrement, faire collaborer entre eux les hospitaliers et les libéraux, les généralistes et spécialistes, le secteur public et le secteur privé. Et deuxièmement, opérer une répartition entre établissements, à savoir soins de proximité, soins spécialisés, soins hyper spécialisés, vous reconnaîtrez centre périphérique, centre métropole et centre hyper spécialisé du type CLCC. Et cette présentation de la situation et des moyens, elle se base sur deux postulats selon moi. Le premier qui est énoncé explicitement dans le plan, c'est-à-dire c'est le patient qui choisit. Sous-entendu, c'est lui qui choisit où il s'adresse, où il se fait soigner, à quel type de soins il va faire appel. Et le second, c'est que le passage d'un praticien à un autre, ou d'un établissement de soins à un autre, doit pouvoir s'effectuer de manière naturelle, sans heurts, selon un schéma préétabli qui suit la logique de spécialisation des soins. Alors, en quoi, pour moi, ça peut être l'objet d'une recherche philosophique de terrain? D'après ma familiarisation, pour reprendre ce terme, avec l'organisation régionale des soins et depuis mes précédentes recherches,
Il me semble qu'en réalité, ce n'est qu'a posteriori qu'on peut identifier les réseaux de soins qui se sont formés au cœur des pratiques. C'est-à-dire qu'ils sont rarement définis au préalable dans une règle qui suffirait d'appliquer. Et du coup, mon premier geste théorique, ça va être de dire, inversons le paradigme par rapport à ce qui est présenté dans ce plan, en posant qu'on ne peut pas anticiper la manière dont les patients vont investir l'offre de soins si on ne comprend pas ce qui est en jeu pour les professionnels dans la mise en place des collaborations effectives et ce qui est mis en jeu dans le tracé des contours de leur pratique. Et ça, il me semble que c'est important de l'interroger pour essayer de comprendre sur quelle base on peut ou non amener de fait des praticiens à coordonner leur pratique, ce qui implique de coordonner des statuts différents, des établissements différents, des milieux de formation et d'exercice différents, etc. Et pour comprendre comment les patients se trouvent de fait adressés ou pris en charge par tel ou tel praticien, qui n'est pas simplement une question de distance kilométrique, comme le laisse penser le plan Ma Santé 2022. Donc, à partir de là, j'identifie ce que j'appellerais pas encore des terrains, mais plutôt des lieux d'ancrage de la recherche. Ces lieux d'ancrage, c'est un centre de lutte contre le cancer, le centre Léon Bérard, un centre hospitalo-universitaire, le CH Lyon-Sud, des centres hospitaliers dits périphériques, de statuts différents, Vienne, à proximité immédiate de Lyon, Annonay, en Nord-Ardèche, donc plus isolé, dans une zone plus rurale, Villefranche, une sorte d'annexe du centre Léon Bérard, on pourrait dire, une clinique privée lyonnaise, Mermoz, un soin de suite et de réadaptation privée périphérique, Racoutan en Savoie, donc il me donne un peu un aperçu en fait des différents champs à la fois d'ancrage territorial des patients et de milieu d'exercice des professionnels. Et puis j'essaie d'identifier en quoi ça pourrait être de façon complémentaire et un terrain philosophique et un terrain de sociologie des organisations, puisque je travaille avec Audrey Vézian, sociologue des organisations, sur ces questions. Donc du côté de la sociologie des organisations, ce sera l'étude des processus d'interaction préexistants, ce sera la manière dont les acteurs organisationnels interprètent les contraintes, etc. Elle en parlerait bien mieux que moi. Mais moi, en fait, ce sont d'autres questions aux côtés de ces questions-là que je vais poser et à partir desquelles je vais constituer mon terrain philosophique. Première question, et je vais en dire rapidement un mot à partir de Dewey et Bergson et je conclurai ma présentation. Première question, comment se constitue en amont des réseaux et des coordinations l'identité professionnelle des médecins en fonction de leur milieu de formation et d'exercice? Et donc là, c'est le concept de milieu que je vais interroger. Et deuxième question, que je vais reprendre une par une rapidement, comment se constitue en amont de l'accès réalisé aux soins un champ d'action possible pour les patients en fonction de leur représentation du système de soins, et ça c'est la question d'action possible que je vais interroger. Donc premièrement, sur la première question, l'idée c'est de se dire, on pourrait essayer de transposer la théorie de l'enquête de Dewey, notamment en fait ce qu'il dit du rapport de l'organisme biologique à son environnement, au champ d'exercice des pratiques médicales, en l'occurrence le rapport du médecin à son milieu de formation et d'exercice. On pourrait essayer cette transposition, c'est l'hypothèse de recherche, pour aider à comprendre comment se forment les représentations du soin et de la prise en charge des patients, et donc à terme, comment se mettent en place les collaborations effectives entre praticiens. Donc l'idée, c'est que les individus ne vivent pas dans un environnement, mais par un environnement, et donc on peut essayer de reconstruire a posteriori ce qui, dans l'environnement professionnel, institutionnel des médecins, a pu conduire à telle ou telle représentation, à telle ou telle collaboration. Donc 3 éléments, l'environnement actuel, qui n'est pas simplement le milieu naturel dans lequel ils évoluent, mais ce qui fait sens pour eux dans ce milieu. La manière dont ils se définissent en pratique selon les connexions actives établies dans cet environnement, les contours de leur identité professionnelle. Et puis les interactions entre eux et avec leur environnement qui reconfigurent à la fois et le milieu et l'identité professionnelle. Excusez-moi, c'est très rapide, mais c'est juste pour essayer de donner très rapidement une idée du parcours que je fais. Et je vais passer encore plus rapidement, mais c'est le même type de démarche que je vais essayer de proposer à partir de Bergson, cette fois-ci sur l'idée de champ d'action possible pour les patients, avec l'idée que l'accès réalisé aux soins implique une forme de rencontre, je reprends ce terme de Stengers,
entre des suggestions médicales et des possibles pour le patient. Donc l'idée, encore une fois, que ce n'est pas en dessinant un schéma linéaire en fait, dans l'organisation des soins qu'on parvient en fait, de fait à avoir ce parcours linéaire pour les patients. Et donc c'est la question du champ des possibles, de la manière dont il se dessine et dont il peut faire sens pour les patients, que je vais interroger cette fois-ci avec la théorie bergsonienne de l'action, avec cette idée que l'action suppose un rudiment de choix, mais que le choix ne se fait pas parmi des propositions tout à fait extérieures au patient lui-même, mais qu'il se fait principalement à travers la représentation d'actions possibles pour soi. Et donc c'est l'idée qu'il faut que des possibilités d'action se dessinent pour le patient, pour qu'ensuite, en fait, il puisse y avoir un rendez-vous réussi, je reprends de nouveau aussi cette expression d'Isabelle Stengers, une forme de rendez-vous réussi entre une accessibilité objective aux soins, une proposition de soins qui fasse sens pour le patient et un accès réalisé aux soins. Donc c'est cette zone d'action possible ou d'activité virtuelle qui entoure l'action effectivement établie, accomplie, que je vais essayer d'explorer à la lumière de cette référence. Et donc c'est ce questionnement à partir duquel je constitue mon terrain de recherche pratique en philosophie. Bref, juste pour conclure sur ce projet, l'hypothèse étant que l'accessibilité médicale ou sociale, ou les schèmes politiques, constituent un des leviers, mais des leviers insuffisants du moins en eux-mêmes pour améliorer l'accès aux soins, et qu'un autre levier pourrait être une prise en compte de ce champ des possibles pour les patients et du rapport à leur milieu de formation d'exercice pour les professionnels, pour voir en fait comment peut se faire un accès effectif aux soins, qu'il soit courant ou spécialisé. Alors excusez-moi, je suis allée très vite, mais je pourrais repréciser si vous voulez un peu plus ce projet. L'idée étant de vous montrer un peu le parcours que je fais du terrain au concept et du concept au terrain. L'idée en fait c'était de vous le proposer comme exemple de travail philosophique de terrain et comme matériau de discussion. Et je voudrais juste maintenant conclure sur l'absence de paradigme en philosophie de terrain et sur ce vers quoi ça doit nous mener selon moi, qui n'est peut-être pas en effet de nous mettre d'accord sur une certaine méthode en créant une forme de courant homogène avec des outils validés, quoi qu'on nous demande, mais on résistera. Je le disais au début de mon intervention, c'est une chose de considérer que la philosophie s'est toujours confrontée au réel. C'est une chose aussi de mettre en place une démarche pour faire émerger des conceptions philosophiques depuis des échanges avec les acteurs de terrain. Et peut-être est-ce encore une autre étape, comme on essaie de le faire aujourd'hui, d'essayer en fait de thématiser, d'expliciter les questions posées par les exigences méthodologiques en philo-pratique de terrain. Il me semble que nous avons des intérêts communs, on le verra tout au long de la journée, mais il me semble aussi que, pour reprendre je l'ai perdu de vue, mais je l'ai entreaperçu tout à l'heure, pour reprendre des réflexions qu'on a avec Catherine de Clever en ce moment, il me semble aussi en fait qu'on ne constitue pas tout à fait à proprement parler une communauté scientifique identifiable, ne serait-ce que parce qu'on ne met pas en œuvre les mêmes méthodes, quand bien même, et c'est fort heureux, on partage des questionnements communs. Et pour conclure, je voudrais juste dire qu'il me semble que c'est à la fois une difficulté, une chance et une exigence. C'est une difficulté parce que, je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux remarques qu'on peut avoir des fois quand on propose des projets dans les appels à contribution ou à financement, on manque encore, et Jean-Philippe tu l'as dit aussi, on manque encore de revues dans lesquelles on peut aisément publier nos recherches, on manque encore d'organismes pour financer aisément nos recherches et nos terrains justement, et nos projets de recherche. Donc ça c'est certes une difficulté. Il me semble, et on voit aujourd'hui, que c'est aussi une chance, parce que du coup c'est pour nous l'occasion d'avoir des discussions et des réflexions ouvertes sur une méthode, je pense, qui ne sera jamais validée, mais qui sera toujours remise en question en fonction justement de nos terrains et de nos recherches. Et dans la recherche de ce qui est à la fois le plus approprié dans un contexte donné, et en même temps le plus approprié pour essayer de faire avancer la recherche dans notre discipline. Et enfin, et je conclue là-dessus, il me semble que c'est aussi une exigence, à la fois un enjeu à la fois épistémologique et éthique de la recherche, que c'est une exigence de faire ce constant effort et de mise en place de méthodes qui soient pertinentes, qui soient ajustées à nos terrains, toujours en questionnement. Et aussi, même si c'est la partie peut-être la plus difficile,
de faire reconnaître la scientificité de ces méthodes, à la fois auprès de nos pairs, et à la fois de reconnaître aussi leur richesse, Margot, vous l'avez mentionné, leur richesse pour une autre approche du terrain, voire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour la constitution même et la proposition de nouveaux terrains de recherche. Je vous remercie de votre attention.